Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Karim Regad, Gestalt thérapeute, psychopédagogue, auteur et directeur de l'Institut de formation au Gestalt et accompagnement professionnel. Karim, qui n'a cessé de transmettre, s'est penché sur plusieurs hormones présentes dans notre organisme, sur ce qu'elles génèrent en nous et comment elles impactent notre bien-être. Il en a fait un livre intitulé « Les hormones du bien-être », dans lequel il nous explique que loin d'être déterminés par nos hormones, nous avons le pouvoir de les activer. Au détour de cette conversation, il nous présente avec beaucoup de pédagogie une palette incroyable d'outils venus des quatre coins du monde pour stimuler et inviter dans notre quotidien ces fameuses hormones du bien-être. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Karim. Bonjour Amira. Je suis ravie Karim de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast dans lequel on va parler des hormones du bien-être. Avec plaisir. Alors Karim, on va commencer par te présenter à nos auditeurs auditrices. Tu as un CV et un parcours bien rempli puisque tu es formateur, médiateur, coach et consultant. Tu es notamment formé à la Gestalt thérapie et à différentes approches de la psychologie humaniste. Et tu as écrit plusieurs livres dont un qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, à savoir les hormones du bien-être. Alors ce que je me demandais Karim, c'est quel est le fil rouge de toute ton histoire et ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Le fil rouge, c'est d'abord la quête de l'être, puisque je suis d'origine berbère algéro-marocaine, arrivé bébé ici, et donc ayant grandi ensuite dans un tiraillement entre des creusets culturels différents. Et donc très tôt, j'ai été dans une quête identitaire qui m'a, dès l'âge de 12 ans, amené à étudier l'hypnose et à très tôt être quelqu'un dans une expérimentation de soi avec des rencontres inédites de ressources de l'être. Donc c'est une histoire qui commence il y a assez longtemps. Et puis du coup, j'en ai fait mon métier. Mon métier, c'est l'accompagnement de l'individu et du collectif pour mobiliser des ressources qui vont aller dans le sens l'amélioration du fonctionnement et dans le sens du mieux-être et de la santé. Donc ça m'a conduit à expérimenter nombre d'approches et corporelles et psychocorporelles qui favorisent le bien-être et la santé, pour faire très très court. Et alors pourquoi avoir écrit un livre sur les hormones du bien-être ? Pourquoi tu t'es penché précisément sur les hormones ? Donc depuis longtemps, j'accompagne donc des individus, des groupes, beaucoup de stages, que ce soit des stages de bien-être, développement personnel ou de thérapie ou de formation. Et dans la mobilisation de certaines ressources corporelles notamment, je constatais que le teint de la peau change des personnes, que le regard s'illumine, qu'il y a une transformation qui est vraiment perceptible, qu'aujourd'hui, la technologie permet peu ou prou de mesurer ou de mettre en évidence ou de démontrer. Là, de manière expérientielle, je constate toujours des transformations remarquables. Et puis, comme depuis très longtemps, je travaille par le corps, je suis allé étudier d'un peu plus près la biologie, la physiologie, la neurophysiologie. Et là, aujourd'hui, c'est les neurosciences qui sont à l'honneur. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer. Puis comme je suis
depuis toujours dans la transmission. Chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai du plaisir à vouloir le partager, le transmettre. Eh bien, j'ai voulu donc partager. Je ne suis pas un spécialiste du tout, hein, c'est en endocrinologie, je ne suis pas un spécialiste des hormones, mais je suis intéressé par la science depuis longtemps, et puis je me suis dit, je vais étudier ça et partager de manière aussi simple que possible, et surtout de partager des ressources très concrètes pour permettre au lecteur de mobiliser, d'inviter ces hormones dites du bien-être ou du bonheur. Ce livre, effectivement, que tu as publié, donc, qui s'intitule Les hormones du bien-être, ce livre a été publié aux éditions Josette Lyon. Dans ce livre, tu expliques justement, effectivement, comment produire naturellement ces hormones avec des outils et des pratiques très concrètes à mettre en place au quotidien. Moi, en le lisant, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu une boîte à outils et qu'il fallait aller piocher en fonction de ses affinités, les pratiques ou les outils qui nous parlaient le plus. On va y revenir un peu après, en fonction de ce qui nous plaît. Donc ça peut être le souffle, la voix. Comment toi, tu l'as construit? Est-ce que c'était vraiment ta vision à toi de boîte à outils? Oui, bien que j'ai un rapport ambivalent avec cette notion de boîte à outils quand il s'agit de l'être, du vivant. Comme je l'indique dans le livre, ce sont des propositions d'expériences, d'exercices à éprouver d'abord. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que les choses doivent se vivre, se ressentir, se vérifier par le vécu, et ensuite on élabore, hein, on réfléchit éventuellement. Mais il s'agit d'abord de vivre ces propositions, et puis ensuite de là sentir celle qui nous correspond le mieux. Et puis ces propositions, elles peuvent changer dans le temps, que ce soit dans le temps, les saisons, elles peuvent changer dans le temps, le temps qui passe, les années qui passent. Et donc effectivement, c'est une proposition pour permettre à chacun de trouver l'exercice qui va lui correspondre et qui va inviter ces états de bien-être. Alors on va entrer dans le détail de ces hormones. Dans ton livre, tu portes ton attention sur 4 hormones plus particulièrement. Donc il y a l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer pourquoi ces hormones sont importantes à notre bien-être et finalement qu'est-ce qu'elles génèrent, quelle mécanique elles mettent à l'œuvre dans le corps? Alors les hormones, ce sont 4 hormones que j'ai retenues parmi un très grand nombre de substances qui produisent des effets différents dans l'organisme. Hein. Ce système endocrinien est un système extraordinaire et nous l'étudions en fait véritablement depuis peu, donc il reste beaucoup encore à découvrir. Et nous avons découvert que différentes substances circulent dans notre organisme avec chacune des effets différents. Bon, là, on ne peut pas rentrer dans le détail de la biologie, hein, voir comment ces molécules fonctionnent dans le corps. Dans un propos de vulgarisation, je dirais qu'il est constaté que, par exemple, quand nous sommes dans une sensation de plaisir, eh bien, il y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est sécrétée par notre cerveau. Hein. Et il a été mis en évidence, entre autres, par exemple, qu'avec le sucre, il y a des circuits qu'on appelle circuits dopaminiques qui se mettent en place dans le cerveau et qui peut conduire à de l'addiction. Ouais, c'est-à-dire chaque fois que je prends une substance qui me fait du plaisir, j'aurai envie d'y retourner. Et puis au bout d'un moment, cette dose de substance n'est pas suffisante. J'ai besoin d'en prendre plus encore. Et puis, c'est comme ça que, dans le temps, nous nous retrouvons, sans nous en rendre compte, addicts au chocolat, à l'alcool, au jeu. Alors là, une variété d'addictions formidables à notre disposition. Donc, là, on a constaté que il y a ce circuit dopaminique qui à la fois donc génère ces sensations de plaisir, de bien-être, et à la fois, si nous ne sommes pas vigilants, va nous conduire à de l'addiction. C'est pour ça que j'ai une philosophie très pratique. Moi, il s'agit de
de varier les plaisirs, d'être attentif à varier les plaisirs et à doser, ajuster la quantité et la qualité de ce qui peut générer en nous du plaisir. Et on a aussi vraiment une infinité de ressources pour générer ce plaisir en soi. Donc il y a le plaisir effectivement avec cette hormone. Si on se penche aussi sur les autres, on dit souvent que l'ocytocine, par exemple, c'est l'hormone du bonheur qu'on sécrète notamment au moment où on donne la vie. Du coup, en fait, elle génère probablement des ressentis différents, des émotions différentes. Pendant une bonne douzaine d'années, j'ai travaillé dans le cadre des préparations à la naissance. J'ai eu l'occasion d'assister aussi à un certain nombre d'accouchements et d'accueil du nouveau-né. Et le constat qui est fait, c'est que l'observation qui a été faite, c'est qu'au moment de l'accouchement, certains accouchements vont pouvoir être très, très douloureux. Et à un moment donné, il y a, comme pour le sportif qui fait un effort intense, qui peut être à certains moments douloureux, éprouvant, il y a une substance qui s'appelle l'endorphine qui va se mettre en route. Et c'est là que le sportif, par exemple, va avoir ce second souffle. Et à un moment donné, toute la douleur ou la fatigue qu'il peut ressentir est transformée en sensation agréable, en sensation d'euphorie. Endorphine, il y a morphine qui peut être associée rapidement dans l'esprit. Et puis au moment de l'accouchement, eh bien, il y a cette endorphine qui va advenir, qui fait que la femme va se retrouver à dépasser ce moment douloureux. Et puis eh bien, il semble que c'est la vie, l'intelligence de la vie qui a généré dans l'organisme, dans l'être, à un moment donné aussi, cette substance qui va être sécrétée, qui s'appelle l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, et qui fait que cela va favoriser justement cette mise en lien hors du ventre maternel, mise en lien de la mère à son bébé, à son enfant. Donc finalement, ça dépend un petit peu des situations dans lesquelles on se trouve. En fonction des situations, certaines hormones vont s'activer, mais toujours avec, in fine, un ressenti qui est agréable et positif. Si nous restons dans les hormones du bien-être, oui. Donc il s'agit ensuite de s'organiser pour se retrouver dans des conditions, dans des circonstances où générer par des moyens de préférence naturels, ce qui est l'objet de mon livre, générer en soi ces hormones dites du bien-être ou du bonheur. Donc c'est soit dans la vie, il y a des situations qui adviennent et qui font que nous nous retrouvons avec ces états de bien-être ou de bonheur, et où nous avons la possibilité aussi de créer les conditions pour que ces hormones se mettent en jeu, comme je dis, se mettent à danser dans notre organisme. Et ça, nous avons largement les possibilités, et c'est un des propos de mon ouvrage. Est-ce que tu penses que nous sommes déterminés par nos hormones, et finalement, quelle part de liberté a-t-on ? C'est une sacrée question, là. À la fois, nous sommes déterminés par nos hormones, et à la fois, nous générons aussi ces hormones. Nous avons cette latitude. La vie semble avoir mis en place la possibilité de subir et ou de générer nous-mêmes ces hormones. Quand on dit ces hormones, ça veut dire que ce sont des états internes correspondants. Donc, s'il y a un contexte de stress extérieur énorme, une situation de catastrophe, il va y avoir dans l'organisme toutes les mobilisations des hormones du stress qui vont avec. Donc là, ce sont des événements qui vont advenir malgré notre volonté. Et là, il s'agit aussi d'avoir une culture, une hygiène de vie, un entraînement pour aussi pouvoir mieux faire face à cette situation et faire en sorte que l'organisme puisse mieux évoluer, faire face, gérer l'impact de ces situations stressantes sur nous. Oui, parce qu'on est avec un bagage, donc on peut arriver aussi avec un déséquilibre hormonal. C'est dans cette mesure que je me disais qu'on n'était peut-être pas tous égaux.
Déjà, femmes et hommes, on n'est pas égaux, je pense, au niveau des hormones. En fonction de l'âge, ça évolue aussi. L'adolescence, on a certaines hormones qui vont être en majorité, à la ménopause également. L'hygiène de vie qui va venir entretenir ou pas ces bonnes hormones, on va dire. Donc, ça fluctue tout au long de la vie et d'une personne à une autre, finalement, le bagage est très différent. Alors, tout est question de avec quel bout de la lorgnette nous regardons la vie, les événements, l'humain. Pour ce qui me concerne, j'en suis à la considération que chaque être est singulier. Nous sommes singuliers, semblables, mais différents. Donc nous arrivons tous avec un capital, nous allons dire. Après, la question, c'est comment est-ce que nous gérons ce capital. Hein? Donc avec nos différences, on a des capacités à nous développer et à compenser s'il y a des carences à certains endroits, à développer des qualités en d'autres. Au niveau du corps, ce qui est clair, c'est que dans notre société, on a une carence phénoménale au corps. Nous sommes beaucoup dans, c'est la culture, pour caricaturer, je pense donc je suis. Donc nous sommes dans la raison. Dans la tête. Dans la tête, comme on dit, dans la pensée, dans le mental. Depuis une trentaine d'années, nous commençons à reconnaître la sphère des émotions. Jusqu'ici était considéré comme quelque chose de négatif. On parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle même. Donc il y a un apprentissage qui est possible. En tout cas, c'est important de prendre le temps de reconnaître ces mouvements qui sont à notre disposition, donc l'intelligence émotionnelle. Mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres niveaux d'intelligence, notamment au niveau du corps, qui restent à investir. Et moi, depuis longtemps, j'ai commencé depuis l'adolescence, cette exploration notamment du corps. Et là, nous avons des ressources vraiment extraordinaires qui sont à notre disposition. Et la culture dans laquelle on est, notamment dans le cadre de fond culturel judéo-chrétien, où le corps, c'est un corps de l'interdit, un corps du péché, nous conduit à cette carence, hein, j'appelle ça ce manque au corps, qui habite beaucoup d'entre nous. Hein. Je ne parle pas du corps de l'emballage, du corps de la publicité, du corps du jeu social. Hein. Là, je parle du corps de l'être, d'un corps sensitif que nous avons à investir. Et là, au niveau de l'éducation, il y a encore beaucoup de travail pour amener l'enfant très tôt à cette connexion à lui-même, à un niveau intime, je dis sensitif, qui est un mode d'intelligence de soi, un mode d'intelligence de l'environnement. Et mon livre s'inscrit dans cette aspiration, dans cette dynamique de se connecter qualitativement à d'autres dimensions de soi qui contiennent des ressources extraordinaires par rapport à la norme. Moi, dès l'adolescence, avec notamment l'hypnose, j'ai eu la surprise de rencontrer des ressources étonnantes chez l'humain, quoi. De retrouver à expérimenter des choses qui, à l'état dit de veille normale, est en incapacité de le faire. Donc nous sommes largement en deçà de nos possibles au niveau du corps. Alors, du coup, on va parler de ton livre, Karim, parce qu'effectivement, il est riche, il est plein de ressources, et tu proposes plusieurs outils pour stimuler ces hormones du bien-être au quotidien. Je souhaitais qu'on s'attarde sur 3 d'entre elles. La première, c'est l'utilisation de la voix. La voix comme outil... alors, tu exposes qu'en fait, la voix, c'est finalement un outil ancestral de bien-être, puisque tu t'inspires de différentes pratiques comme le yoga, le soufisme, les arts martiaux. Est-ce que finalement, la voix de tout temps a été un outil de bien-être? La voix, serait-ce que la maman qui chante une mélodie à l'enfant, hein, qui le berce. La voix est une voie de bien-être qui peut être communiquée à autrui. Par exemple, la maman qui berce, quelqu'un qui chante merveilleusement bien, qui va
mobiliser des hormones de bien-être dans notre organisme qui va nous émouvoir. Et puis il y a la voix qui va pouvoir être utilisée pour générer en soi du bien-être, ne serait-ce que fermer la bouche, émettre une vibration et développer la réceptivité aux sensations internes que génère cette vibration. On va avoir en premier lieu la bouche au niveau du visage, et puis petit à petit la sensibilité s'ouvre, on va avoir des micro-massages vibratoires qui vont se propager dans l'organisme, qui vont avoir un effet de détente et de bien-être. Et on peut même ensuite polariser, amener l'attention avec la vibration à des endroits bien définis du corps pour obtenir certains effets qui vont être recherchés. Voilà, donc c'est de manière simple déjà, en tout cas dans mon livre, je montre une façon simple de, grâce à la voix, pouvoir générer en soi de la détente, du bien-être. Et tu parles notamment de certains sons, parce que tu proposes d'utiliser certains mantras, comme le mantra Om notamment. Pourquoi particulièrement certains sons ont un effet différent sur notre corps et sur cette sensation de bien-être? Alors certains sons, c'est pas évident de répondre à cette question, parce que tous les sons, ce qui est important, c'est l'intention qui anime l'émission de la vibration. Si j'émets un son violent parce que je suis en colère ou que je suis agressif, ce son-là, il va générer plutôt du stress et de la tension. Ouais. Et si je suis dans comme je l'ai dit, un papa ou une maman qui va chantonner une mélodie, je suis dans une intention qui va être dans l'apaisement et d'amener du bien-être. Hein. Et à partir de là, on a une variété de sons possibles pour générer aussi bien du bien-être. Dans les arts martiaux japonais, il y a une discipline qui s'appelle le kuatsu, où une personne qui va être inanimée, par exemple, on va émettre le kiai, un son énergétique qui va réanimer la personne. Donc, la voix est une source de ressources incroyables. Donc qui peut guérir, qui peut soigner, qui peut enchanter, qui peut exciter, qui peut faire peur. Hein. Ça, c'est formidable. C'est intéressant parce que en lisant ton livre sur cette partie-là, je me suis dit, tiens, la voix, c'est quand même un mouvement d'extériorisation, là où souvent on nous incite à un mouvement plutôt d'intériorisation, de silence, revenir vers soi, pour être dans un état aussi de quiétude. Est-ce que les deux mouvements, ils sont antinomiques ou finalement ils sont complémentaires? Ces mouvements-là dans la vie sont complémentaires. Ouais. On peut émettre la voix pour une communication externe, faire du bien à autrui. L'hypnose, par exemple, mobilise la voix. Elle va avoir un rôle important, le rythme et le ton de la voix va avoir favoriser un effet recherché. Je peux chanter pour le plaisir d'autrui, mais je peux chanter pour mon propre plaisir. Et puis, si je prends une méditation, quelle qu'elle soit, qui est sonore, son effet va être au niveau vibratoire, comme je dis, hein, des micro-massages, des micro-vibrations qui vont se propager dans l'organisme. Et puis, il s'agit d'avoir à la conscience que la voix est indissociable du souffle. Alors, le souffle, c'est le deuxième outil, effectivement, que je voulais qu'on creuse un petit peu ensemble. Alors, tu expliques qu'on utilise, et c'est très intéressant, que 30% de sa capacité respiratoire. Déjà, moi, je me suis demandé pourquoi on était si bas, en fait, dans les chiffres. Et est-ce que finalement, c'est quelque chose de bien ou qui nous nuit d'utiliser si peu notre capacité respiratoire? Utiliser si peu notre capacité respiratoire, c'est pas bénéfique du tout. Qu'est-ce que ça implique, en fait, du coup, pour nous? Ça veut dire qu'on compense d'une manière ou d'une autre sur d'autres... Ne serait-ce qu'un niveau physiologique. Plus tu respires profondément et plus tu expires,
dans l'émission de l'air, on va avoir de plus en plus de toxines. C'est-à-dire qu'il y a une élimination des toxines produites à l'intérieur de notre organisme qui sont évacuées par la respiration. Donc, si je ne respire pas beaucoup, nombre d'alvéoles vont être en situation de pénurie, et plus je vais respirer, et plus je vais avoir l'ensemble de ma capacité respiratoire mobilisée. Et bon, rien que la respiration, on pourrait prendre toute l'interview pour en parler. Hein. C'est fondamental, ce travail de la respiration, notamment amplifié en restant qu'à un niveau physiologique. Hein. Le mouvement de la respiration va générer au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, un mouvement d'espacement et de rapprochement des vertèbres qui stimule la circulation d'un liquide important pour le cerveau, qui est le liquide céphalorachidien, qui est un liquide nourricier. Ouais. Donc, je reste à un niveau essentiellement physiologique, mais il y a des portées beaucoup plus importantes de la mobilisation d'une respiration consciente et complète. C'est pour ça qu'il y a des disciplines qui sont développées comme les arts martiaux, le yoga, le qigong, qui mobilisent la respiration avec aussi cette vision de la notion énergétique de la respiration. Alors justement, on va y venir parce que tu parles de cette notion d'énergie vitale qui a inspiré notamment de nombreuses techniques de respiration. Alors on la retrouve dans le yoga avec les pranayamas notamment. Tu peux nous redéfinir ce que c'est que cette énergie vitale pour toi ? Alors l'énergie, il y a différents types d'énergie au niveau physiologique. L'énergie musculaire qui peut se mesurer, il y a l'énergie électrique, l'énergie calorique, de la chaleur qu'on émet. Bon, ça, ce sont des niveaux énergétiques mesurables par la science. Et puis, nombre de traditions évoquent une dimension énergétique plus subtile, qui a des noms différents. Donc, le prana chez les Indiens de l'Inde, avec le yoga, le ki chez les Japonais, le chi chez les Chinois, le ka chez l'ancienne Égypte, ont des noms différents sur les 5 continents. Et ce niveau-là, scientifiquement, et pour l'instant, n'est pas démontré au niveau des études de l'acupuncture. On approche un petit peu cette dimension-là. Mais en tout cas, moi, je suis aussi à la fois dans la tradition et je suis à la fois dans la science. Donc, dans la science, pour l'instant, on n'a pas véritablement de démonstration de cette notion d'énergie vitale. Par contre, dans l'expérientiel, quand on pratique vraiment le corps et ces disciplines-là, nous allons pouvoir, moi je le fais régulièrement, je le vérifie, il y a un niveau de mobilisation de son corps, de son énergie qui montre qu'il y a quelque chose qui peut être appelé de la bioénergie, de l'énergie vitale qui est là, quoi. C'est possible de le vivre, de l'expérimenter. Tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne l'expérimente pas, ça n'existe pas ou ça reste quelque chose de purement théorique, intellectuel. Et pour ma part, je suis dans le pragmatique, dans l'expérimentiel et j'ai suffisamment expérimenté et personnellement et dans mes accompagnements et dans la pratique de différentes disciplines. J'ai suffisamment expérimenté un niveau de mobilisation de soi et d'action qui laisse à considérer qu'il y a un niveau d'énergie que les traditions identifient, utilisent depuis des millénaires maintenant, qui attend d'être démontré par la science. Donc une énergie qui se trouve en nous finalement, parce que c'est de ça dont on se parle, que nous sommes porteurs et leviers de circulation d'énergie. L'énergie est partout, hein. Il y a de l'énergie de partout, comme il y a l'énergie du soleil, l'énergie cosmique, il y en a différents types d'énergie. Cette énergie-là aussi, qu'on appelle l'énergie vitale, la bioénergie, elle est là de partout. Et elle s'exprime aussi dans notre organisme, dans ces conceptions-là, à un niveau qui est plus subtil, quoi. L'énergie circulerait dans notre organisme par différentes voies,
et qui sont nommées, identifiées par différentes disciplines. En Inde, par exemple, ces voies s'appellent les méridiens, ou pour être plus rigoureux encore, des péridromies, des circuits où circule cette énergie vitale. Et en Inde, on appelle ça les nadis. Que chacune de ces traditions a bien organisé, structuré ces circuits et les utilise à des finalités thérapeutiques. Alors tu expliques aussi qu'il peut être intéressant de mixer le souffle et la marche. Tu donnes notamment l'exemple de la marche afghane dans ton livre. Alors c'est une marche qui est utilisée par les chameliers d'Afghanistan, notamment pendant les grandes périodes de transhumance où, grâce à une bonne coordination de la marche et du souffle, on arrive à se fatiguer moins vite. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce concept ? Alors, pourquoi c'est intéressant dans le sens où j'ai, par exemple, là, il y a quelques semaines, j'avais un séminaire de formation, on était en montagne, et j'ai proposé de faire une randonnée en altitude. Et une personne qui participait à ce stage avait des problèmes de souffle et de cœur. Le cœur qui se met à battre à la chamade. Et là, je lui ai proposé d'expérimenter cette marche afghane et donc de trouver un rythme qui va lui correspondre. Je lui ai proposé plusieurs possibilités, comme je le fais dans le livre d'ailleurs, c'est indiqué. Et là, elle a été surprise, étonnée de voir que son cœur se calmait et qu'elle pouvait avancer avec une fatigue atténuée. Là, c'est très concret. Donc la personne se retrouvait à devoir beaucoup plus souvent s'arrêter et sentait son cœur s'exciter. Et là, elle a constaté que elle pouvait avancer dans la durée et a fait cette randonnée de manière agréable au bout du compte. Ça permet une marche consciente sans se fatiguer trop vite, en fait. La synchronisation. Il y a à la fois, oui, il y a de l'ordre du conscient, bien sûr, puisque quand je suis dans la conscience de mes pieds qui se déroulent sur la terre et la mise en synchronisation des pas et de mon souffle, il y a une présence qui est plus complète, plus pleine, et il y a une économie en termes d'énergie et donc une fatigabilité qui va être moindre. Un autre outil que tu évoques dans ton livre et qui est très en vogue en ce moment, c'est la cohérence cardiaque, qui nous vient des États-Unis mais qui connaît un succès assez important en Europe. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que la cohérence cardiaque et comment on la pratique au quotidien ? Là, c'est comme ce qu'on appelle la pleine conscience. Des traditions millénaires utilisent tout ça depuis longtemps. Donc ici, le monde moderne redécouvre ça de manière simple et c'est heureux. On peut en profiter. La cohérence cardiaque qui nous vient des USA, un exercice très simple qui se résume en termes mnémotechniques par le chiffre 365, 365, c'est-à-dire que 3 fois par jour, il s'agit de faire 6 respirations dans 1 minute et cela pendant 5 minutes. Donc j'ai des amis qui pratiquent ça aussi. Et au quotidien, ponctuer son quotidien, par exemple, de cet exercice de cohérence cardiaque, c'est éminemment bénéfique. Ça, par rapport au stress, par rapport à la fatigue et par rapport au fait d'être azimuté dans des choses à faire et se perdre dans l'activité ou la rumination, le fait de prendre ce temps de retour à sa respiration, sur ce mode par exemple, va être éminemment bénéfique. Et puis aujourd'hui, il y a aussi la physiologie, l'approche scientifique qui met en évidence les effets bénéfiques de ces techniques. Alors donc là, ça fait jouer, on reviendrait à ce moment-là à la physiologie. On a le système nerveux sympathique et parasympathique, un système très archaïque et fondamental, vital, qui fait qu'en état de stress, par exemple, pour simplifier, c'est le système orthosympathique qui appelle le système de l'action qui est mobilisé, et le parasympathique, le complémentaire, qui est celui de la relaxation. Oui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce système-là parasympathique, parce que c'est lui qui nous met dans cet état de bien-être. C'est grâce à ce système-là.
c'est en passant par ce système-là qu'il y a l'accès à de la détente, et à du bien-être. Le système parasympathique a été appelé aussi le système de la relaxation. Mais ce sont des simplifications en réalité. C'est un petit peu plus complexe que ça. Le troisième axe que tu proposes, en tout cas celui que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est le rire. Et je le trouvais très intéressant. Alors tu expliques qu'on rit beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai, les études le montrent. Il y a une baisse du rire, notamment au XXe siècle, et particulièrement après 23 ans, de ce que j'ai pu lire. Pourquoi c'est important de rire pour notre bien-être ? On regarde le monde dans lequel nous vivons, depuis la fameuse pandémie jusqu'à aujourd'hui, le conflit armé, la crise, tout nous porte à être dans un état de maussade, dans la dépression. Et rire, c'est vital. En Chine, à une époque très, très difficile et très grave, les Chinois se retrouvaient entre eux pour rire des malheurs qu'ils vivaient, des tortures, des violences qu'ils vivaient. Donc le rire est salutaire. De toute façon, le rire, on croyait que c'était le propre de l'homme. Aujourd'hui, on sait notamment à partir de l'observation animale qu'il n'est pas le propre de l'homme, et que des animaux comme les chimpanzés, par exemple, rient aussi. Ah oui. C'est peut-être le propre de la vie, le rire. Peut-être que même les plantes rient quand elles nous voient certains comportements que nous avons. Peut-être qu'elles rient, ou même qu'elles pleurent certaines. Donc le rire est vraiment encore une autre ressource fondamentale, vitale. Et elle mobilise pratiquement, on va dire que, surtout si on pratique le rire de manière collective. En collectif, on va avoir un jogging du rire, un jogging du diaphragme, ce muscle-là qui sépare le haut et le bas de notre thorax, cage thoracique. On va avoir il va être secoué par le rire. Donc on a un jogging du rire, du diaphragme, qui amène à de l'endorphine. Donc c'est pas absolument impératif d'aller se payer des marathons, des courses intensives pour générer l'endorphine. Prenons le temps de rire ensemble, et donc on va avoir... Ce sera tout aussi efficace. Et puis ça va générer la dopamine, le plaisir à ce moment-là d'être ensemble. Et puis, si nous sommes en lien à rire ensemble, l'ocytocine, l'hormone du bien, l'hormone de l'affection, de l'amour, ça sera aussi au rendez-vous. Et il y a cette hormone qui n'a pas été évoquée, qui est aussi fondamentale, qui est la sérotonine, qui va être mobilisée. La sérotonine peut être définie comme l'hormone de l'équilibre. L'hormone de l'équilibre, elle est en majeure partie fabriquée dans le ventre, ce fameux deuxième cerveau, comme on le découvre ces dernières années. Et à peu près 80% et 20% à peu près dans le cerveau. Et cette hormone aussi, celle qui permet la production de la mélatonine. C'est une autre hormone fondamentale. Qui nous permet de dormir, celle-là, non? Voilà, l'hormone du sommeil. Donc on voit que s'il y a un déséquilibre au niveau de la sérotonine, ça va générer des perturbations sur la production d'autres hormones, notamment la mélatonine. Et un sommeil perturbé, tu sais bien jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller très très loin. Donc l'organisme est un tout, et il s'agit de développer une culture, un art de vivre qui va favoriser justement le bien-être. Et le prétexte de ces hormones, c'est de faire connaissance avec des moyens, des exercices, des outils. Je t'ai parlé de boîte à outils au début de notre entretien, qui vont favoriser l'état de bien-être et pouvoir régulièrement se donner rendez-vous avec soi-même
mais avec ces hormones du bien-être. Et si on peut pratiquer ces propositions à deux ou à plusieurs en collectif, eh ben c'est encore mieux, hein, puisque là, l'ocytocine va être au rendez-vous, l'hormone du lien, de l'affection sera appréciable. On voit bien que dans les rues des grandes villes modernes, il y a des gens qui se baladent avec des pancartes sur lesquelles il dit « câlin gratuit hein, » ou « hugs hein. ». Donc, le fait de se prendre quelques instants corporellement dans une étreinte tendre et respectueuse, ça va générer de l'ocytocine. Et le contact, je pense que du coup, le Covid ne nous a pas fait du bien parce qu'on se touche beaucoup moins qu'avant. Dans le Covid, ça a été catastrophique. Pour les hormones, oui. Oui. Catastrophique. Que les hormones du stress qui ont été au rendez-vous avec les effets, maintenant nous le constatons. Hein, il y a des effets notamment chez les enfants, les adolescents qui ont été très délétères, catastrophiques. Mais bon, c'est un autre sujet encore. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Karim. Du coup, ce qu'il faut retenir de ton livre, c'est que on invite nos auditeurs déjà à aller le lire hein, et à surtout pratiquer. La clé d'entrée, c'est la pratique, c'est s'approprier ces outils, les vivre au quotidien pour vraiment générer en fait ces émotions positives, alimenter notre cerveau régulièrement avec ces émotions pour entretenir notre bien-être. Finalement, la conclusion, ça serait de dire que le bien-être, ça s'entretient. En tout cas, c'est la conclusion que moi, je me suis dite en lisant ton livre et en t'écoutant. C'est une excellente conclusion, Amira. Le bien-être, c'est une culture. Et il s'agit d'être dans cette culture, de générer en soi de bien-être et de la santé. Et ça implique la nécessité de mobiliser plusieurs dimensions, plusieurs facteurs. Et ça, il s'agit d'être dans l'envie, le désir de se cultiver à ce niveau-là. Et mon livre est une contribution à cet esprit, à cette philosophie. Très belle contribution, Karim. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et à bientôt. Merci à toi, Amira. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.